On a souvent tendance à penser que la solitude, c'est juste un sentiment, un coup de blues passager. Mais et si c'était bien plus que ça? Et si le fait d'être seul avait un impact physique bien réel sur la structure même de notre cerveau? Dans cette analyse, on va plonger dans la science assez fascinante qui nous montre comment le manque de lien social peut littéralement remodeler notre matière grise. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien, une statistique qui fait réfléchir. D'après une énorme étude, le manque de liens sociaux serait aussi dangereux pour notre santé que de fumer 15 cigarettes chaque jour. Oui, vous avez bien entendu, c'est même considéré comme plus nocif que la sédentarité ou la pollution de l'air. Autant dire que le sujet est sérieux. C'est la question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une simple émotion, quelque chose de subjectif, pourrait avoir des conséquences aussi graves sur notre corps? Eh bien la réponse, c'est peut-être que ce n'est pas qu'une simple émotion. En fait, l'isolement social, ce n'est pas juste dans la tête, c'est un véritable état physiologique, une condition qui déclenche toute une série de réactions biologiques dans notre corps et en particulier dans notre cerveau. On a tous un exemple très récent en tête, les confinements. On l'a tous plus ou moins vécu, ce sentiment d'être coupé de tout, des amis, de la famille. Ce n'était pas juste un peu déprimant, c'était un vrai stress biologique pour notre organisme qui, lui, est programmé depuis toujours pour la connexion aux autres. Alors, allons-y. La question centrale, c'est celle-ci. Au-delà du moral en berne, qu'est-ce qu'il se passe, concrètement, dans notre crâne quand on manque d'interaction? La science a des réponses, et elles sont aussi passionnantes qu'un peu inquiétantes. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les recherches les plus récentes nous parlent de 3 grands mécanismes par lesquels l'isolement vient abîmer physiquement notre cerveau. C'est une sorte de triple attaque, qui vise sa structure, ses connexions et même sa propreté. Le premier mécanisme, c'est le rétrécissement. Et je pèse mes mots. L'isolement social est directement lié à une diminution de la taille de certaines zones très importantes du cerveau. Pensez à un muscle qu'on n'utilise pas. Il finit par s'atrophier. Eh bien pour le cerveau, c'est un peu la même idée. Et l'une des zones qui trinque le plus, c'est l'hippocampe. On peut l'imaginer comme le disque dur de notre cerveau. C'est lui qui gère la création des souvenirs, l'apprentissage. Alors forcément, s'il est rétréci, notre capacité à mémoriser et à apprendre en prend un sacré coup. Et ça, ce ne sont pas des suppositions. Regardez ce graphique, il vient d'une étude où des chercheurs ont suivi des centaines de personnes pendant des années avec des IRM. Le résultat est limpide. Plus le score d'isolement social est élevé, plus le volume de l'hippocampe est petit. Et ça se voit aussi sur les performances. La mémoire, la vitesse de réflexion, la capacité à s'organiser, tout diminue. Deuxième menace, le câblage. Notre cerveau, c'est un peu un super ordinateur. Et pour que l'information circule à toute vitesse, il faut que les fils soient parfaitement isolés. Le problème, c'est que l'isolement semble ronger cette isolation. Cette fameuse isolation, ça s'appelle la myéline. C'est une sorte de gaine de graisse qui enrobe les câbles de nos neurones. Sans une bonne myéline, la communication entre les différentes zones du cerveau devient plus lente, plus difficile, un peu comme une connexion Internet qui rame. Pour comprendre ça, les études sur les souris sont très parlantes. Des chercheurs ont isolé des souris socialement, puis ont regardé leur cerveau. Les résultats sont sans appel. L'isolement a fait chuter une protéine essentielle à la myéline, la gaine s'est dégradée et les signaux nerveux ont ralenti. En clair, le manque de contact social abîme littéralement les autoroutes de l'information de notre cerveau. On arrive à la 3e menace, et c'est peut-être la plus préoccupante. L'isolement ne fait pas que retirer des choses au cerveau, comme du volume ou de la myéline. Non, il y ajoute aussi quelque chose de vraiment toxique. Cette chose, c'est une protéine qui s'appelle l'amyloïde bêta. C'est une substance un peu collante, qui, quand il y en a trop, forme des sortes d'amas, des plaques. Et ces plaques, malheureusement, on les connaît très bien. C'est l'une des signatures principales de la maladie d'Alzheimer. Mais quel est le rapport avec l'isolement? Eh bien, des chercheurs ont découvert le mécanisme exact. C'est une réaction en chaîne. L'isolement social fait grimper le taux d'une enzyme, la BCAAS. Cette enzyme, on peut la voir comme une paire de ciseaux qui découpe une autre protéine, mais de la mauvaise façon. Et ce mauvais découpage produit notre fameuse amyloïde bêta toxique qui va ensuite s'accumuler et tuer les neurones. C'est un lien direct, biochimique, entre une expérience sociale et une maladie grave du cerveau. Et c'est là qu'arrive un rebondissement très important dans cette histoire. Parce qu'on a tendance à confondre 2 mots, isolement et solitude. Mais pour notre cerveau, la différence entre les deux est absolument fondamentale. C'est simple en fait. L'isolement social, c'est objectif, c'est mesurable. C'est le nombre de fois où l'on voit des gens, le nombre d'amis qu'on a, c'est un fait. La solitude, par contre, c'est un sentiment, c'est subjectif. C'est le décalage qu'on ressent entre les relations qu'on a et celles qu'on aimerait avoir. On peut être très entouré, se sentir terriblement seul, et à l'inverse, vivre seul, sans jamais ressentir de solitude.
Et voilà le point crucial, le vrai plot twist. Quand on analyse des dizaines d'études, la conclusion est surprenante. C'est l'isolement social objectif, donc le manque factuel de contact, qui est le plus dangereux pour le cerveau. Encore plus que le simple fait de se sentir seul. Autrement dit, pour la santé de notre cerveau, ce qui semble compter le plus, ce n'est pas tant ce qu'on ressent, mais bien le nombre réel d'interactions qu'on a. Tout ça nous mène à une conclusion assez radicale, finalement. La connexion sociale, ce n'est pas juste un petit plus pour le moral, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Parce que tous ces changements physiques qu'on a vus dans le cerveau, ils ne sont pas théoriques. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par des choses très concrètes. On a plus de mal à se souvenir des choses, on réfléchit moins vite, on a du mal à s'organiser, et sur le long terme, ça augmente de façon significative le risque de développer une démence. Et voilà, la boucle est bouclée. Le lien social, ce n'est pas juste bon pour se sentir bien, c'est un des piliers de la santé physique de notre cerveau, au même titre que bien manger, faire du sport ou bien dormir. Notre cerveau est un organe social, et sans stimulation sociale, il s'abîme tout simplement. Donc si on devait résumer en 3 points essentiels. 1. L'isolement social fait des dégâts physiques, bien réels, sur le cerveau. 2. C'est le manque factuel de contact qui semble être le plus dangereux, plus encore que le sentiment de solitude. Et donc 3. Prendre soin de ses relations, ce n'est pas de la futilité, c'est une véritable stratégie pour protéger son cerveau. Tout ça nous amène à une dernière réflexion, plus personnelle cette fois. En sachant ça, il ne s'agit plus seulement de se sentir moins seul, mais de nourrir activement son cerveau. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette connexion, ce lien, que ce soit un simple coup de fil, un café, un message, qu'on pourrait renforcer cette semaine. La santé de notre cerveau pourrait bien en dépendre.